Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Droit à la parole, merci de votre fidélité. Droit à la parole ce soir va s'articuler autour d'une question fondamentale sur les médias. La capacité que nous avons en tant que peuple de consommer les médias, mais surtout de décortiquer l'ensemble des schémas idéologiques à l'extérieur, des médias qui nous viennent de l'extérieur, même ceux qui sont à l'intérieur du pays. Pour en parler, je me suis adressé à un confrère, il est certainement connu beaucoup de notre public, c'est Jean-Marie Kassamba, que vous connaissez tous, directeur général des Télé 50, mais il a certainement d'autres casquettes, c'est un spécialiste de la communication. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes resté longtemps en Europe et vous avez travaillé, tout le monde le sait, à Télé Sud et à d'autres médias pendant très longtemps. Vous avez donc été pénétré, vous baignez dans l'idéologie des médias occidentaux. Aujourd'hui, vous êtes dans un média national, même si vous avez une capacité de diffusion internationale. Votre ancrage aujourd'hui, c'est le Congo. Aujourd'hui, nous sommes suffisamment perplexes quant à la manière, nous, en tant qu'hommes des médias, de décortiquer l'information qui nous vient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? À l'extérieur, nous avons d'abord le net. Avec le débit qui est très rapide en Europe, le téléchargement est très rapide. Donc nous sommes envahis par le net, avec ce que ça comporte comme difficulté. Mais nous avons aussi les chaînes câblées qui existent et qui souvent appartiennent à des forces politiques précises. Et tout cela, ça fait un ensemble qu'il nous faille aujourd'hui, qu'il est nécessaire qu'on puisse décortiquer. Parce qu'on reproche aux médias congolais, dont vous êtes un de piliers, d'être extrêmement partisans, d'être incapables de s'abstraire de la réalité partisane. Comment terminer cela? Comment le faire? Voilà un peu Jean-Marie Kassamba. La mission que nous avons, vous et moi, ensemble en ces quelques minutes. Alors, racontez-moi d'abord votre expérience à l'extérieur pour que je puisse asseoir les fondements de notre discussion. Jean-Marie, qu'est-ce que vous avez fait à l'extérieur? Merci beaucoup, Willy Kalengai. C'est un privilège pour moi de partager ce plateau avec vous parce que vous êtes un peu l'une des références ici au Congo. Que dire? Je n'aime pas trop parler de moi, mais parce que vous avez posé la question, je vais un tout petit peu abréger sur mon petit parcours. Lorsque moi j'étais ici chez nous au Zaïre de l'époque, j'avais beaucoup d'admiration pour des médias internationaux, notamment Radio France Internationale, que j'écoutais avec ma petite radio à l'époque en ondes courtes, en Bujumaï, quand j'allais encore à l'école primaire ou au secondaire. Et une fois que je suis arrivé en Europe, et que j'étais déjà inscrit à l'université, la première des sites que j'ai voulu visiter, c'est Radio France Internationale, 116 avenue Kennedy, dans le 16e arrondissement. D'abord pour voir où ça s'est fabriqué, ces sons que nous recevions ici au Zaïre de l'époque, et dans quelles conditions c'était fait. Alors, je suis allé, je suis monté d'abord au 3e étage. On m'a fait visiter RFI Afrique. La cellule Afrique, c'est au 3e étage. Et on m'a fait monter aussi au 5e étage. C'est là où il y a tous les studios. Le fameux studio 501, 531, pardon, et 532, etc. Et puis il y a aussi là-bas tous les responsables d'Est Afrique qu'on compte, Jean-Karim Fall, Ghislaine Dupont, Kassongo Mwema pour aujourd'hui, etc. À l'époque, ils n'étaient pas encore là-bas. J'ai trouvé à l'époque Christophe Bavouvier et les autres. Alors, j'étais fasciné d'abord par... J'étais à la fois déçu et fasciné. Déçu par la sobriété. Je m'attendais à trouver quelque chose de très sophistiqué. Ce n'était que de studio et des journalistes dans un coin qui étaient en train de travailler sur les ordinateurs, passer des coups de fil, etc. Et j'étais aussi subjugué pour voir la passion avec laquelle ils faisaient ce travail-là. Alors, j'ai pris des photos, etc. Je suis rentré à la maison. Et quand j'ai commencé à faire mes études,
je me suis dit, il faut, comme je suis passionné de la communication, je vais m'intéresser à ce monde des médias. Mais à l'époque, je n'étais pas outillé pour intégrer un grand média comme Radio France Internationale. Et il y avait à l'époque, à Paris, dans les années 80, une radio qui s'appelait Radio Tabala, Tabala FM. C'est la première radio destinée aux Noirs en France. Communauté africaine. Gérée par un Sénégalais, moitié antillais, qui s'appelait Jean-Claude Courant, paix à son âme. Et à l'époque, je suis allé pour faire juste une étude de marché parce que je faisais des études de commerce. Et le patron m'a permis de faire d'abord l'étude de marché pour la société. Et après, je lui ai dit, mais moi j'ai aussi envie de faire un peu de radio. Il m'a dit, mais vous n'avez jamais fait de radio, comment vous avez fait la radio? Alors, je me rappelle, ma première expérience, c'est que quand je suis passé à l'antenne, il a été furieux. Il a trouvé que ma voix ne passait pas du tout. Ce qui m'a poussé à repartir sur le banc de l'école pour apprendre la communication et la radio principalement. Donc, je suis allé à l'époque au CFJ, Centre de perfectionnement des journalistes en région parisienne, dans le premier arrondissement de Paris, où j'ai appris les b.a.-ba de la radio. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes premiers pas, on va dire, à Radio Tabala, qui s'est transformé par la suite en fréquence Paris Pluriel, une radio parisienne, où je suis devenu producteur, d'abord d'une émission politique qui s'appelait Afrique Critique à l'époque, et des émissions culturelles où je recevais les artistes et musiciens, les hommes de culture, les écrivains, etc. Plus tard, comme apparemment je faisais bien mon travail, j'ai reçu quasiment tout le monde qui avait de politique, nos artistes et musiciens, africains, antillais, etc. Je me suis intéressé un peu à la télévision, avec un ami camerounais qui s'appelle Michel Lobé. Nous avons commencé à produire des émissions pour TV5 à l'époque. Ça s'appelait TV5 Afrique. Et on a fait des émissions de débat qui m'ont amené à aller dans beaucoup de pays d'Afrique. Et après, c'est là où RFI, par le biais de mon ami Claudicia, m'approche pour que je produise une émission à RFI. Donc, l'émission Troller Tropical, que Gilles Aubringer présentait dans les années 80, quand j'étais décédé, Claudicia est venu à RFI. Et j'ai commencé à produire là-bas une chronique qui s'appelait Les Nouvelles du Milieu, avec Claudicia. Et ensuite, j'ai intégré la rédaction. Et là, j'ai commencé à travailler avec Christophe Babouvier, Hassan Diop, etc. pour faire un peu, je dirais, un travail des journalistes à la rédaction. Ensuite, avec un ami à moi, Pierre Bédou, un Togolais, qui venait souvent d'ailleurs à la radio, il m'a découvert, il a trouvé que c'était pertinent, le style GMK que je faisais à la radio. Il a dit, mais pourquoi on ne pourra pas faire de la télé? Ce que tu fais à la radio, on le fait en télé. Et c'est là, c'est comme ça que c'est parti. GMK Today. Donc, on a commencé à lancer un peu sur Internet. Le concept. Les concepts. Les Sud, on l'a commencé avec une caméra, un petit ordinateur avec Sylvie Desbords-Fleury. Et là, on a lancé l'idée d'une télévision. On a d'abord commencé par Internet, et puis on est allé sur satellite dans les Caraïbes là-bas, et puis on est revenu à Paris, lorsqu'on a eu un peu de moyens, et on a lancé la chaîne sur les câbles, et je peux avouer que c'était vraiment apprécié, aussi bien aux États-Unis ou à travers le monde, comme on était câblé, etc. Et puis après, lorsqu'il y a eu l'aventure France 24, j'avais déjà un pied chez nous ici, donc je n'ai pas voulu intégrer France 24, je suis venu. Et c'est là où je suis tombé amoureux, on va dire, de ma culture au vrai sens de palper à la source. Alors, donc c'est un peu ça, d'une façon ramassée, tout ce qu'on a pu faire là-bas. Le parcours est un peu clair. Oui. Alors, vous avez travaillé dans un contexte occidental. Est-ce que vous aviez l'impression, dans ce contexte occidental, que les lignes éditoriales de toutes les émissions étaient définies par les positions politiques existantes, par les forces politiques en présence? Est-ce que vous aviez l'impression que, sur RFI ou sur d'autres chaînes, même si vous n'étiez pas producteur, mais dans l'ensemble du système qui fonctionnait à l'extérieur, que l'information n'était pas totalement neutre et qu'elle était quand même empreinte d'une certaine idéologie, ou bien vous ne l'avez pas su détecter? Est-ce qu'on peut détecter? Non, ce qu'il faut comprendre et retenir est que
tous les médias à travers le monde fonctionnent suivant les intérêts, suivant l'influence des propriétaires, pour ne pas dire des pays, depuis lesquels ces médias sont émis. Je vous donne un exemple simple. En 1991, 12 à l'époque, enfin, lorsqu'il y a eu la première guerre du Golfe, moi j'étais déjà à RFI à l'époque. Beaucoup de médias français ont voulu couvrir la guerre du Golfe. Les États-Unis ont été, on ne peut plus clair. Vous venez ici, on vous met à bord de nos chars, ce qu'on appelait à l'époque embedded, à bord des chars. Les techniciens, parce que dans l'armée américaine, il y a des réalisateurs, ils filment, et puis on vous donne des cassettes que vous allez diffuser. En dehors de cela, il n'y a pas... Il n'y a rien à voir. Oui. Ce qui a fait qu'on a vécu la guerre du Golfe d'une façon électronique. L'attaque, par exemple, de Bagdad s'est faite de nuit. Tout ce qu'on a diffusé les lendemains, à l'époque, il y avait à l'époque en France TF1, Canal+, à l'époque la 5, etc. Eh bien, c'était que des éclairs. On a vu Bagdad avec la DCA qui tirait, et puis les pluies de bombes qu'on voyait comme si c'était un jeu électronique. C'est tout ce qu'on a vu. On n'a pas vu les maisons qui étaient calcinées, qui étaient pulvérisées par de Tomahawk à l'époque. On n'a pas vu des cadavres, on n'a rien vu. On a dit tout simplement la bataille, la mer de bataille a commencé. Pourquoi? Parce que les États-Unis voulaient contrôler l'image et la vérité du front. Que ce soit CNN, c'est pour là qu'on a découvert CNN, SNBC, etc. Ils ont accompagné la politique, pour ne pas dire la ligne éditoriale des États-Unis. Lorsqu'il y a eu, il y a quelques mois, la guerre en Libye ou en Côte d'Ivoire, les médias occidentaux étaient sur place. Ils ont accompagné le point de vue de l'OTAN, c'est-à-dire on va là-bas pour détrôner Kadhafi, mais on ne le dit pas comme tel, on dit tout simplement c'est pour la cause de la démocratie. Donc, il n'y a aucun média en Occident qui peut se prévaloir d'une certaine objectivité indépendante. Ça n'existe pas. D'ailleurs, RFI ou France 24 font partie des médias dits de la politique, comment dire, de la communication extérieure de la France, dépendant du budget du ministère des Affaires étrangères, parce que RFI par exemple, ou France 24, ou RMC, ou TV5, font partie du pool faisant partie de la communication extérieure de la France. Si la France, par exemple, a un point de vue, la ligne éditoriale, ou une position à prendre par rapport à tel pays ou à tel autre, il y a un relais dans ce média. C'est pour ça qu'on parle souvent qu'il y a ce qu'on appelle les honorables correspondants. Ces honorables correspondants, ce sont tout simplement des officiers travaillant pour les services extérieurs